Jean Moutapa, vous êtes l'éditeur de François Cheng. François Cheng, dont je rappelle qu'il est né en 1929 à Nanchang, en Chine, et qu'il est membre de l'Académie française depuis 2002, poète, romancier. Le dit de Tiani a été récompensé par le prix féminin en 1998, essayiste et calligraphe. Il est l'auteur d'une 50aine d'ouvrages. En novembre, vous publierez son nouveau livre, Une longue route pour m'unir au chant français, un très beau titre. On parle d'un ouvrage largement autobiographique cette fois. Cette fois, il y a toujours dans les 5 méditations sur la beauté, dans les 5 méditations sur la mort, de l'âme, il y a toujours eu une part d'autobiographie, puisque François Cheng ne peut pas faire des essais de pure esthétique ou de pure sciences humaines. C'est d'ailleurs l'origine des 5 méditations sur la beauté, c'est qu'il m'avait dit « Ah, je ne voudrais pas faire un traité d'esthétique parce que ça ne m'intéresse pas. Ce que je voudrais, c'est parler à quelqu'un. » Donc c'est comme ça qu'on avait fait une série de 5 soirées où il s'exprimait en face d'amis. Hein, voilà. Donc il y a toujours, et donc il parlait de lui. Voilà. Mais là, il nous parle de son parcours. Alors là c'est plus là, parce qu'il va avoir 93 ans et il a ressenti l'urgence. Alors d'abord au départ de parler de son destin de poète franco-chinois ou sino-français. Voilà, qui l'intrigue autant qu'il nous intrigue. Hein. Bon. Parce que, si vous voulez, des étrangers, hein, d'ailleurs rarement venus de si loin, hein, mais enfin, des étrangers qui ne connaissaient pas un mot de français. Lui, il ne savait pas dire en 49, 48, ne savait pas dire bonjour ni merci. En français, il arrive, bon, ses parents venaient, il l'amène avec lui. Il a 19 ans à ce moment-là. Voilà, il a 19 ans. Et donc, des étrangers qui arrivent en France sans savoir un mot de français et qui, 30 ans, 50 ans après, arrivent à l'Académie française, sont des écrivains reconnus, etc. Ça existe. Il y en a. Mais il n'y en a pas beaucoup. Mais ça existe. Mais qui deviennent poètes français, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire pénétrer la langue à un tel point qu'il y a une reconnaissance comme poète, c'est-à-dire il y a quelque chose de mystique là-dedans, il y a quelque chose de c'est pas seulement l'agencement des mots, c'est rentrer dans un esprit, et tout le monde le sait bien. François Cheng est resté complètement chinois aussi. Hein, voilà. Donc, alors, au départ, c'était ça. Mais évidemment, ça non pas dérivé, parce que c'est génial, mais ça a impliqué, s'interroger sur son destin, ça a impliqué de parler de lui-même, de choses dont il n'aurait jamais parlé, c'est-à-dire sa première vocation à l'âge de 15 ans en Chine, au temps de la guerre avec le Japon, etc., où il a le petit texte est dans ce booklet, où il a une véritable intuition mystique qui lui dit chante et tu seras sauvé. D'ailleurs, ce n'était pas forcément pour le français, puisqu'il ne connaissait pas un mot de français. Et ce qu'il lisait, il lisait beaucoup de poètes, mais c'était des poètes anglais qui étaient traduits déjà en chinois, et quelques-uns français. Ouais. On a l'impression que c'est la poésie qui le sauve, les poètes anglais d'abord, puis les poètes français. C'est la poésie qui le sauve existentiellement. Il décrit donc son état d'esprit et sa condition, je dirais aussi sociale, quand il arrive en France, qui est absolument celle d'un
quasi-SDF, hein, et non seulement d'un quasi-SDF, mais aussi de quelqu'un, il dit, désaxé, déboussolé, n'ayant aucun sens dans sa vie, irresponsable, quoi, irresponsable. Et il a fallu une succession de rencontres avec des gens. Et pas des moindres, hein, Kristeva, Gide, Lacan, Barthes. Oui, au départ, Gaston Berger, qui est peu connu, enfin qu'on a un peu oublié, mais qui est un philosophe qui est le père de Maurice Béjart, hein, et qui lui met le pied à l'étrier. Et puis après, tout le monde, alors c'est étonnant d'ailleurs, parce que c'est tout le monde du structuralisme. Je ne dis pas qu'il a en horreur, mais qui n'est pas son monde, qui n'est pas son monde, mais qui l'accueille parce que sa thèse, donc, qui lui permet de faire sa thèse autour d'une analyse structuraliste d'un grand poème traditionnel chinois. Donc il a navigué dans ce monde-là toutes les années 60-70. Il a donné des cours à Lacan pendant des années, etc. Mais en fait, il est très étranger à ce monde-là. Et ce n'est que dans les années 80 alors, il se met à écrire de la poésie française. Il ose à ce moment-là. Hein. D'où le très beau titre de ce livre. Un long voyage pour m'unir au chant français. Alors, et c'est effectivement un long voyage parce que, je vous ai dit ce matin, j'ai relu, bon, on est encore en travail, hein, j'ai relu le manuscrit et je savais plus quoi noter, quoi. Entre Yves Bonnefoy, Paul Valéry, Pierre Emmanuel, Victor Ségalen, Rilke, qui est quand même, dont il est le plus proche, en fait. Hein. Alors Rilke, qui est à la fois français, enfin, qui a écrit à la fin de sa vie en français, mais qui vient pas de France, Gide, qu'il a rencontré, et puis Rimbaud, Baudelaire, sur lequel il a écrit. Alors il a une vision, c'est ça qui est extraordinaire, il a une vision, comment dire, idéographique de la poésie française. C'est assez étrange. C'est-à-dire que, bon, la poésie française, c'est en alphabet. Les lettres n'ont aucun sens en eux-mêmes. Et lui, les voyelles, les consonnes, il y voit des sens par le son, pas par le dessin, mais par le son. Alors qu'en fait, quand on regarde l'origine de l'écriture alphabétique, elle est idéographique aussi d'ailleurs. Mais lui prend, et alors il explique à son copain dans les années 50, il explique un poème de Baudelaire par la consonance des voyelles qui signifient. C'est une étrange approche d'une écriture qui est complètement alphabétique et qui, voilà, c'est d'une richesse absolument incroyable, à la fois par ce qu'on apprend d'un monsieur qui est très connu en France. Bon, pour la première fois, il va parler de sa fille, Anne. Hein, vous connaissez tous Anne Cheng, grande sinologue. Et vous savez peut-être que les rapports sont très difficiles. Voilà. Il en parlera beaucoup moins que ce que j'ai lu, mais bon, ça, c'est son choix et c'est sa timidité ou sa pudeur. Donc, on apprendra beaucoup de choses sur sa vie, mais c'est aussi d'une richesse sur la littérature française absolument inouïe. Voilà. Et je vais poser la question sur la pointe des pieds. Est-ce qu'on peut parler d'un livre testament ? Oui. Parce que François était bon, il y a eu le Covid. Je ne l'ai pas vu depuis 18 mois. Personne ne l'a vu depuis 18 mois. Les échanges se font sur son paillasson. Je lui fais apporter le manuscrit corrigé. Il me renvoie ses corrections, ses contre-corrections. Donc, il était malade. Il était horrifié par le Covid.
et puis, en même temps, et de toute façon, cette pandémie nous a donné tous un autre rapport à la maladie et à la mort, hein, à nous tous. Hein. Évidemment, à lui aussi, à 91 ans à l'époque, bientôt 93 ans. Et alors, bon, je me disais, est-ce qu'on va y arriver? Bon. Et en fait, il est pris par une fièvre. Ça, quand je lui envoie des choses, j'ai le retour très rapide. Il y a une fièvre de terminer, de dire son dernier mot, qui est là, quoi. Jean Boutaba, vous m'avez demandé de parler de 2 autres petits sujets, mais je vous ai dit pas plus d'1 minute parce qu'on est déjà très en retard. 1 minute. La première minute est consacrée à la collection Espace Libre, parce qu'il y a un catalogue de cette collection qui sort. 1 minute. Oui, juste pour dire que sous le... vous savez, pour ceux qui connaissent, il y avait 2 collections de spiritualité. Spiritualité vivante poche, qui existe depuis très longtemps, et Espace Libre, qui existe d'ailleurs depuis très longtemps, depuis 90. Voilà, c'était les 2 collections, les 2 seules d'ailleurs, collections de poche d'Albin Michel. Il reste 30 secondes. Avec la BAM, la Bibliothèque Albin Michel, qui a été une collection qui reprenait des titres du fond et qui a une centaine de titres à son actif. Bon. Mais ça, c'était ancien. Et sous j'allais dire le diktat, l'impulsion de Gilles Aéry, disons, hein, nous avons repris le nom de Espace Libre pour en faire l'espace poche d'Albin Michel, qui comprend non seulement ce que j'avais publié en spiritualité depuis 30 ans, mais aussi les livres de mes collègues, Hélène, Mathilde et autres, en histoire, en essai, en psychologie, etc. Donc, ça commence à faire un certain nombre de titres, et vous les avez dans un petit catalogue, là, voilà, qui commence, et ça... Voilà. Il va falloir faire beaucoup plus court pour la dernière question. Il va faire concurrence à Champ-Flammarion. Merci. Voilà. Il va falloir faire beaucoup plus court pour la dernière question. Jésus et après Jésus, les 2 encyclopédies, font l'objet d'une nouvelle édition en souple et en coffret à un prix de vente défiant toute concurrence. J'ai tout dit? Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Ces deux titres sont disponibles à partir du mois de novembre au prix imbattable de 49 €. Alors qu'ils valent actuellement reliés 49 et 59 €. Et j'espère que ces titres qui ont eu un gros succès seront et qui font référence avoir une deuxième vie, c'est qui font évident. référence pour 20 ans, pour les 20 ans à venir, seront devenus accessibles à un plus large public. Une longue route pour Munir au chant français, c'est le titre du très attendu nouveau livre de François Tcheng qui paraîtra en novembre. Merci infiniment, Merci. Jean Boutaba.